Bonsoir Thierry Frémaux. Bonsoir. Alors, vous naissez le 29 mai 1960 à Tullin, donc en Savoie. Depuis 1995, président de l'Institut Lumière. Arrivé en 2001 délégué artistique au Festival de Cannes. Puis en 2006-2007 délégué au festival, celui qu'on appelle le sélectionneur. Justement, ce surnom vous va ravir, on va dire. Et comment on se sent, pour faire une alliance avec le livre, comment on se sent à la fin d'un festival, les 2-3 jours qui suivent, puisque c'est à peu près à ce moment-là que démarre le livre. Oui, le livre commence par la fin, c'est-à-dire qu'il commence par les jours qui suivent la fin d'un festival, puisque c'est un journal qui va raconter la genèse d'un festival et puis l'existence que ce métier me fait mener. On se sent à la fin qu'on soit délégué général, c'est-à-dire en effet sélectionneur en charge du festival ou festivalier, c'est la même chose. C'est une sorte de mélancolie, de solitude, de moments de vide, avec une grosse envie de retourner dans la vie, et en même temps le sentiment d'avoir vécu quelque chose dont on se demande toujours si l'année suivante, ça sera aussi bien. Ça sera aussi bien. Comment est venue l'idée justement de ce journal? Quelle est sa signification pour vous? C'est parce que j'avais envie d'écrire sur Cannes, parce que je trouvais qu'il y avait des choses à dire. C'est un festival sur lequel évidemment tout le monde écrit beaucoup, et de belle manière, et parfois de manière un petit peu critique, ce qui est très bien. Mais moi j'avais envie de donner une parole un peu de l'intérieur, aussi parce que j'aurais adoré lire ce livre écrit il y a 50 ans par mes prédécesseurs. C'est-à-dire que c'est aussi une façon de laisser une trace et de dire à mes successeurs, voilà comment en 2016-2017 on travaillait. Et c'était aussi une façon, je crois, pas trop officielle de parler de Cannes. Je ne voulais pas faire une hagiographie, je ne voulais pas faire une histoire de Cannes. Je voulais raconter les choses telles qu'elles se passaient en me jurant de dire la vérité. Donc j'ai eu des choses parfois un peu complexes qu'il me fallait absolument dire, puisque je m'étais promis d'écrire tout ce qui se passait. Donc voilà, ça tombe bien, ce n'était pas le projet d'ailleurs, mais ce livre sortant en cet hiver 2017, c'est les mois qui précèdent cette célébration du 70e anniversaire. Quand vous entendez que l'on vous reproche une sélection moyenne, pensez-vous automatiquement à la maxime, une bonne sélection c'est grâce au film, une mauvaise sélection c'est à cause du sélectionneur? Non, la règle qui veut que quand la sélection est bonne, on considère que c'est grâce au film, et quand elle est mauvaise, c'est à cause de moi, elle est, quoi qu'il arrive, valable. Après, les reproches qu'on me fait sont en général, pardon, mais assez peu pertinents. C'est-à-dire que moi, je sais. Surtout que finalement, depuis quelques années, c'est pas des livres qu'on écrit sur Cannes, c'est plus des tweets. Oui, d'abord, il y a des histoires de tweets, et puis, moi, mes collaborateurs, nous savons là où nous avons fait les erreurs. Et souvent, c'est pas ce qu'on nous dit. Et les gens ne peuvent pas en juger. Bon, évidemment, il y a les films. Le j'aime pas. Évidemment, je suis comme tout le monde. Quand je vois qu'un film est mal accueilli, je suis le premier à reconnaître qu'on s'est trompé. Mais je suis aussi le premier à dire, attendons. Mystic River de Clint Eastwood fut très mal accueilli. 4 mois plus tard, quand il sort en salle, il est très bien accueilli. Il y a des choses qu'on nous dit au mois d'avril. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas pris tel film, mais ils ne l'ont pas vu, les gens. C'est simplement parce qu'il y a des listes qui sont faites pour dire tel film est favori, il n'y est pas, comment ça se fait qu'il n'y est pas? Puis après ils voient le film. Et souvent les gens après me disent, on comprend pourquoi le film n'y était pas. En même temps, tout ça ne me gêne pas, hein, ça fait partie de l'affection que les gens ont pour Cannes. C'est-à-dire que c'est un festival qui déchaîne de telles passions que ça en dit toute l'importance. Au fond... parfois, évidemment, je suis un peu agacé par les critiques qui nous sont faites, mais je le serais encore plus si on ne s'intéressait plus à nous. On vous doit, et c'est une superbe initiative, l'arrivée de films de genre, des films d'animation également, comme l'année dernière Le Train pour Busan, ou en 2015 Vice Versa. C'est un équilibre compliqué artistiquement, la programmation du plus grand festival au monde. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste du cinéma d'animation, mais je trouvais qu'il y avait là un cinéma qui a son histoire et qui est presque concomitante avec les débuts de l'histoire du cinéma,
et qu'il fallait en revanche connaître mieux le cinéma documentaire. Et là, plus que jamais, je trouvais qu'il y a un geste de cinéma, un geste d'artiste qui est strictement le même, et sans dire qu'il y a des films documentaires bien mieux que certains films de fiction. Alors après, il ne s'agissait pas ni de faire une pondération, un équilibre, parce que par exemple Michael Moore a gagné la Palme d'Or avec un film documentaire. Depuis, on a très peu eu de documentaires en compétition. Il faut trouver le niveau, hein. Et même vice-versa était hors compétition. Oui. En général, quand on met un dessin animé en compétition, on nous accuse d'être puéril. On nous accuse d'être pas très sérieux, quoi, comme les comédies. Mais en même temps, tout ça, ça fait le cinéma. Et c'était important que le Festival de Cannes ne se coupe pas de ce qui fait le réel du cinéma pour les professionnels, les artistes et pour le public. Certains auraient aimé voir La La Land ou Silence dans la sélection officielle en 2016. Pourquoi ces films n'ont pas été sélectionnés? Tout simplement parce qu'ils n'étaient pas prêts au moment du festival? Oui, La La Land, j'en parle dans le livre, en disant que normalement on est supposé le voir. On m'en parle, on me dit bientôt tu vas le voir, puis finalement c'est pas sûr, et puis finalement le film n'était pas prêt. Alors qu'est-ce que ça veut dire un film pas prêt? C'est soit que c'est vraiment technique, que le metteur en scène manque de temps pour terminer son film, soit parfois, quand le manque de temps, c'est pas seulement une histoire de planning, c'est aussi parce que le film n'est pas encore là, vous avez besoin de temps. Et la troisième hypothèse, surtout pour les Américains, et même uniquement pour les Américains, c'est qu'ils se sont rendus compte que le film était une belle chose, qu'il pouvait avoir beaucoup de succès, et là, dans ces cas-là, ils aiment bien attendre. D'abord parce que ça coûte cher d'aller à Cannes. Et vous ne pouvez pas vous payer deux sorties, une pour Cannes et une à l'automne quand le film sort, et prendre le risque qu'à Cannes, peut-être l'accueil soit à ceci ou cela. Le film soit un peu égratigné. Voilà. Donc je ne sais pas la vérité. Oui, puisqu'il était présent à Venise. Oui, mais c'est 3 mois plus tard, c'est énorme. 4 mois plus tard, c'est énorme. Donc je ne sais pas la vérité. Je tiens, c'est ce que m'a dit Damien Chazelle, que le film n'était tout simplement pas prêt. L'autre film, c'était quoi? Silence. Et le silence de Scorsese, oh là, je savais tout point par point, parce que Scorsese est un ami, on se parle très souvent. Là, le film n'était vraiment pas prêt. Et alors qu'il aurait dû être prêt. Quand, 1 an avant, il me dit, bon, ben moi j'ai besoin d'un an de montage, tout va bien. Et puis finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Et j'ai pas eu, je n'ai pas réussi, mais je n'ai pas vraiment tenté de leur dire, attendez le Cannes suivant. Là, Cannes 17. 2017. Oui. Et je pense qu'ils auraient dû d'ailleurs. Parce que c'était vraiment un film pour Cannes. Effectivement. Mais voilà, là encore une fois, c'est un film qui coûte beaucoup d'argent. Les studios veulent le sortir à l'automne, veulent que le film concourt pour les récompenses, les nominations. Donc voilà. Alors Cannes, c'est plusieurs sélections, c'est bien évidemment la sélection officielle. Alors est-ce que la sélection officielle consacre, la semaine de la critique découvre et la quinzaine des réalisateurs étonne? Ou est-ce que c'est un savant mélange des trois? J'ai écrit ça pour dire quelles en étaient les origines. Il est vrai que la sélection officielle consacre, mais découvre aussi. Tout à fait. Découvre aussi. Soderbergh avec Sex Mensonges. Non, Soderbergh a été découvert par Sundance, mais Laszlo Nemes, oui, Lars von Trier, tout ça, ça a été découvert par Cannes. Non, ça m'amuse de dire ça, puis je préfère être grand seigneur avec les concurrents, et néanmoins collègues. Mais par exemple, Kiarostami, qui reçoit la Palme d'Or à Cannes, n'a été découvert ni par la semaine ni par la quinzaine, mais par le Festival des 3 continents à Nantes. Moi, je déteste cette idée qu'on découvre quelque chose, un cinéaste. Le cinéaste, d'abord, il a été découvert par sa mère, et puis par son premier producteur, qui lui a permis d'acheter sa première caméra, de faire son premier court-métrage. Et j'ai toujours trouvé qu'il y avait une sorte de truc un peu ridicule, de dire c'est nous qui, c'est nous quoi. On est là au service du cinéma. Il y a en plus des cinéastes qui ne sont arrivés en sélection officielle, en compétition, qu'après 4 ou 5 films. Et vous avez toujours quelqu'un pour dire « Oui, mais il a été découvert avant. » Oui, mais les films n'étaient pas bien. Ça ne veut pas dire qu'il avait le niveau d'emblée pour aller en compétition. Donc toutes ces choses-là, c'est en effet, chacun a sa mission. De découvrir et voilà, mais la sélection officielle en général a découvert plus de monde que n'importe qui.
On ne peut pas parler de toute la sélection de 2016, évidemment, on n'a pas, on n'a pas vraiment le temps. Alors, je vais vous faire un choix de cœur, le mien, tout à fait. Pouvez-vous nous raconter un peu le parcours d'un film comme Juste la fin du monde de Xavier Dolan, à partir du moment où, justement, à peu près à cette période-ci, le film est à peine fini ou fini et on vous le présente. Xavier Dolan est un grand fidèle du festival, donc on se parle constamment et je savais qu'il avait fini. Il est venu nous apporter lui-même de Montréal le DCP, le matériel, pour nous le montrer, en prenant soin que lorsque nous le verrions, il serait déjà reparti. Sur l'idée que je vous donne le film, je pars, je prends l'avion, et quand je serai rentré chez moi, vous l'aurez vu, et là on en parle. Et donc on s'est parlé, et il m'a demandé ce que j'en pensais, et moi je suis pas du tout un sélectionneur qui prend ses décisions très rapidement. Parce qu'il faut laisser vivre le film, et voilà, donc le film a été naturellement, évidemment, placé en compétition, et je savais bien entendu qu'il sortait de Momie, qui avait été un énorme succès, un énorme choc au festival, et que celui-ci, précisément à cause du challenge qu'avait représenté le succès du précédent, la barre était très haute. La barre était très haute, et que celui-là était un film dans nos genres, qui s'était éloigné du confort qui aurait consisté à faire un film qu'on attendait de lui. Et d'ailleurs, à Cannes, le film a été très discuté. C'est aussi pour ça que les cinéastes aiment aller à Cannes. Et puis, il est quand même Grand Prix, fait 1 million d'entrées. Et aujourd'hui, maintenant que tout le monde l'a vu, c'est un film qu'il faut voir 2 fois, au moins. Exactement. Le film a été totalement célébré. Alors, justement, est-ce qu'il y a des films qui seraient desservis par Cannes ? C'est arrivé, chaque fois que ça se passe mal. Non, mais des films que, par exemple, vous pourriez dire, celui-là, qui sortent à une autre époque, hein, mais qu'on pourrait dire... Non, mais j'ai pas spécialement de souvenirs. Intouchable, par exemple. J'ai pas seulement de souvenirs, mais spécialement de souvenirs. Mais je sais qu'il y a des films dont il n'est pas dit que leur présence à Cannes les aurait aidés. Intouchable, qui est un très beau film. La question n'est pas est-ce qu'on l'aurait pris, mais est-ce que s'il était allé à Cannes, il aurait fait 20 millions d'entrées. C'est ça la vraie question. On a quand même trouvé des gens pour penser que les Nouveaux Sauvages, le film argentin de Damien Zifron, n'avait pas sa place à Cannes. Les mêmes souvent nous disent il n'y a pas assez de comédie. Quand il y en a, ils disent on ne vient pas à Cannes pour voir ça. Mais encore une fois, ça fait partie du folklore cannois. Des bêtises, on en entend beaucoup, beaucoup. Il faut s'y habituer. Et c'est toujours parce que les gens, et tant mieux, ils ont des choses à dire sur le festival, ça veut dire que ça les intéresse. Nous sommes, je crois, 2 admirateurs, tous les deux, d'un film d'Alain Corneau, Série Noire, avec Patrick Devers. Patrick Devers aurait 70 ans cette année, le festival va avoir 70 ans. Est-ce que vous y pensez pour Cannes ? À Patrick Devers ? Oui. Patrick Devers est très très célébré. Et puis Cannes doit pas être... Cannes est un lieu de cinéma contemporain. Mais Patrick Devers est quelqu'un auquel moi je pense en effet toujours, tout le temps. J'étais avec Gérard Jugnot il y a 3 jours. On a presque parlé que de lui. Et parce que Gérard et lui ont eu des vies communes au théâtre, au café-théâtre. Et voilà, il y a plein de gens qu'on pourrait célébrer tout le temps. Tout le temps. Et par ailleurs, Cannes doit aussi célébrer des gens auxquels on pense moins. Et il y en a aussi beaucoup. Un jour de mars 1895, aux alentours de midi, les portes de l'usine Lumière de Lyon s'ouvrent. Devant elles, une nouvelle invention, le cinématographe. L'aventure commence. 17 mètres de pellicule, 35 mm de large, 50 secondes d'une éternité qui dure encore. Il y a eu beaucoup de drôles de machines avant le cinématographe, mais aucune après lui. Venons à la deuxième actualité, c'est le film Lumière. Comment s'est fait le choix des œuvres retenues ? Il y a 1500 films Lumière et moi j'en ai montré toujours beaucoup depuis des années et des années. Et donc je savais comment constituer le premier film. Parce qu'il y en aura peut-être 2 ou 3, je ne sais pas. Et donc c'est des films qui chacun étaient génériques d'une certaine catégorie
de films Lumière. Donc ça s'est fait très très naturellement, de dire les premiers films, les films sur Lyon, les films sur Paris, les films des pays lointains, et quelques thèmes dont il était clair que ça fait partie de la filmographie Lumière. Alors vous avez choisi la musique de Camille Saint-Saëns pour accompagner le film. En 1900, les films n'étaient pas accompagnés musicalement. Parfois, ils étaient accompagnés par un piano, parfois par rien du tout, et parfois par les hauts et les A du public, et puis par le bruit du projecteur qui était dans la salle. Mais après, rapidement, il y a eu de la musique. Là, c'est juste que ce montage-là, ce film-là, c'est pas du tout quelque chose, bien que je n'en sous-estime pas le caractère historique et scientifique, mais c'était vraiment quelque chose destiné au public d'aujourd'hui. Et Saint-Saëns a été choisi parce que c'était un contemporain des Lumières. Et la grande question qui se pose au travail de Lumière, même quand on voit et qu'on connaît ses films, c'est quel était son propre rapport à la musique, à la peinture, à la photographie de son temps. Alors, de manière complètement arbitraire, j'ai décidé que ça serait Camille Saint-Saëns. Profondeur de champ, panoramique devenant travelling pour nous aujourd'hui, hors champ, multiplan, exposition de la lumière. Finalement, les frères Lumière, ils avaient tout inventé. Oui, alors, le film montre tellement à quel point, en effet, Lumière a expérimenté tant de choses qu'on a retrouvées ensuite dans le cinéma, que presque maintenant, c'est moi qui ai la pédale qui appuie sur le frein. Sur le thème, non, ils n'ont pas tout inventé, mais ils ont inventé beaucoup de choses. Et là encore, cette expérience-là, c'était juste pour dire, que Lumière, ce qu'il invente, il l'invente vraiment, et deux, il s'en sert, et qu'il est inventeur, et il est déjà auteur. Et c'était surtout ça qu'il fallait dire. Maintenant, le succès du film, et la manière dont les gens le ressentent, va au-delà de ce que je pouvais attendre dans cette reconnaissance que je voulais faire en faisant ce film, c'est-à-dire rendre à tout le monde un patrimoine qui nous appartient à tous. Bien, merci Thierry Frémaux de nous avoir accordé quelques instants à une radio associative, Radio Mercure, qui est une radio locale. Alors, ça vous parle les radios locales, puisque Radio Canu, ça vous parle, les Canus, les ouvriers de la soie. Oui, notre radio à Lyon, elle s'appelait Radio Canu, Radio Guignol. Mais rapidement, on ne s'est plus appelé que Radio Canu parce que Radio Guignol, on avait peur que ça soit mal utilisé si jamais on n'était pas très bon. Voilà, et ben merci, je vais vous laisser rejoindre le public dans la salle. Merci beaucoup. Merci de votre visite. Lumière, c'est aussi le témoignage clinique d'une époque, de métier, d'un lieu, d'une tradition, sans reconstitution. Lorsque Louis Lumière tourne ses premiers films, tout est là d'emblée et définitivement. Il fut le dernier des inventeurs et le premier des cinéastes. Et dès l'origine, il a fait de ce qui deviendra le 7e art quelque chose de joyeux, de tendre et d'universel.